Aussi longtemps que l'on puisse se souvenir, les sociétés secrètes ont toujours existé, car il y a toujours eu des gens qui aiment les secrets. Des secrets que possède la science, mais qui signifient bel et bien le pouvoir. Leur ultime objectif est de conserver leurs connaissances essentielles bien cachées du public. Découvrons donc des sociétés dont nous avons entendu parler, et d'autres que nous ne connaissons même pas. Elles sont cachées de notre quotidien, mais elles le contrôlent probablement. Ceci reste très impressionnant et attirant comme sujet. C'est en fait ce dont nous allons vous parler dans notre vidéo d'aujourd'hui. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et de laisser un like et un commentaire. Votre avis nous intéresse. D'ailleurs, vous trouverez les sources des informations citées dans ce documentaire dans la description. C'est parti! Les francs-maçons, la plus ancienne et la plus grande fraternité. Comme leur nom l'indique, les francs-maçons étaient de vrais maçons. Ils ne construisaient pas vraiment des bâtiments, mais plutôt toute une fraternité. La plus ancienne au monde entier, voire plus. Elle est une société connue aujourd'hui comme étant l'une des plus grandes sociétés secrètes de l'histoire. Elle réunit des hommes de bonne moralité qui, malgré leurs origines religieuses, ethniques ou sociales différentes, partagent la croyance en la paternité de Dieu et la fraternité de l'humanité. Bien que son origine exacte soit perdue dans l'histoire non documentée de l'époque médiévale, la première grande loge a été fondée en Angleterre en 1917, et par conséquent fut considérée comme le début de la franc-maçonnerie moderne. Bien avant celle-ci existait la franc-maçonnerie issue des guildes de tailleurs de pierre et de bâtisseurs de cathédrales du Moyen-Âge. Mais avec le déclin de la construction, certaines loges de maçons opératifs, ouvriers, ont commencé à accepter des membres honoraires afin de soutenir leurs membres en déclin. Et à partir de ces quelques loges naquit la franc-maçonnerie moderne, symbolique ou spéculative dans la loge mère, la Grande Loge. Elle adopta les mêmes rites et les mêmes ornements des anciens ordres religieux et des confréries chevaleresques inconnues au monde extérieur jusqu'à nos jours. Elle garda la même organisation et partagea les mêmes racines trouvées dans les guildes de maçons de la fin du XIIIe siècle, qui ont commencé à poser des règles concernant les qualifications des maçons. Au fur et à mesure qu'un tailleur de pierre progressait dans son métier, il accédait au rang approprié. À chaque étape, on lui confie les secrets de chaque niveau, et les mots de passe qu'il ne pouvait connaître qu'après avoir dûment vérifié les compétences nécessaires auprès d'un maître du métier. Aujourd'hui, la franc-maçonnerie partage ce même système de secrets, de rituels et de croissance. Toutefois, le travail s'est déplacé de la construction d'édifices à l'édification d'un bon caractère. Elle utilise les différents signes et symboles reçus de ses ancêtres qui peuvent apparaître déconcertants pour la plupart des non-maçons. En revanche, les maçons soutiendraient probablement l'idée que ces objets en conjonction sont censés représenter la façon dont ils doivent se conduire. Essayons d'en expliquer quelques-uns. Numéro 1, l'équerre signifie qu'un homme doit agir carrément avec son prochain. C'est-à-dire qu'il doit être honnête et franc dans toutes ses relations. Numéro 2, le compas rappelle qu'il faut faire preuve de modération et de ne pas se laisser emporter par les vices de la vie. Numéro 3, les symboles maçonniques, tels que la ruche, l'acacia et l'œil qui voit tout, sont destinés à invoquer des idéaux, à rappeler aux membres les modes de conduite et de comportement corrects, et à transmettre d'importantes leçons. Mais la question que vous vous posez sûrement est pourquoi considérons-nous les francs-maçons comme étant une société secrète? Continuez à regarder pour tout savoir. La franc-maçonnerie se place dans la liste des sociétés les plus secrètes pour la simple raison que tout ce qui se passe dans une loge reste dans la loge. On ne sait rien des rituels ou des mots de passe de chaque loge, et on ignore même leur poignée de main. Et oui, les francs-maçons ont leur propre poignée de main. Dire que toute une communauté se salue de la même façon donne l'air d'être un truc sympa, pas vrai? Par ses mystères et la multiplicité de ses secrets cachés et jamais dévoilés, la franc-maçonnerie intrigue toujours ceux qui ne sont pas membres. Mais en vérité, la fidélité des francs-maçons à leur société est vraiment intrigante. Imaginez qu'elle compte 6 millions de personnes, mais qu'aucun d'eux ne dévoile des informations sur ce qui se passe pendant les rites et les pratiques de l'organisation. Ces derniers semblent, pour certains, sectaires, claniques, voire sinistres. Illuminati, une société qui n'a pas duré plus de 15 ans. Illuminati, un nom que vous avez certainement déjà entendu au moins une fois dans votre vie, n'est-ce pas? Eh bien c'est celui d'une des organisations secrètes les plus connues au monde. Commençons d'abord par découvrir l'origine de ce nom assez connu. En fait, le mot Illuminati a été utilisé en premier depuis la fin du XVe siècle, et signifie en latin éclairé. C'est pour cela que plusieurs personnes ont adopté ce nom pour leur groupe, dont les membres prétendaient être exceptionnellement éclairés, attribuant la lumière à une source supérieure ou à une condition exaltée de l'intelligence humaine. Le groupe le plus étroitement associé au nom d'Illuminati était en Allemagne en 1776. Tout a commencé lorsqu'un professeur bavarois de droit nommé Adam Weishaupt créa la société secrète radicale des Illuminati. Anticléricaux et anti-royaux, ils visaient à infiltrer et à bouleverser les institutions puissantes. Ils ont créé un plan pour la subversion globale de l'Église, de l'État, de la royauté et de la société. Le professeur voulait abolir toutes les religions, remplacer le christianisme par une religion de la raison et anéantir tous les gouvernements afin que l'humanité puisse vivre une vie heureuse dans un monde d'égalité.
Il a ensuite organisé avec quelques hommes l'ordre, selon le modèle jésuite, et a maintenu une discipline interne et un système de surveillance mutuelle basé sur ce modèle. Ses membres s'engageaient à obéir à leurs supérieurs et étaient divisés en 3 classes principales. Ainsi, l'ordre était représenté par la chouette de Minerve, qui, dans la mythologie grecque, accompagne traditionnellement Athéna, la déesse vierge de la sagesse. Un autre emblème des Illuminati était l'œil de la Providence, qui symbolisait l'œil qui voit tout, et qui n'appartenait pas à Dieu, mais à un Illuminati supérieur surveillant les rangs inférieurs. Les membres de la société se nommaient eux-mêmes des perfectibilistes, et utilisaient des surnoms entre eux afin de protéger leur propre identité, et avaient tendance à faire plusieurs rituels toujours inconnus et demeurés occultes. On ne pourra jamais savoir ce qui se passait pendant leurs rites, car les Illuminati n'ont pas assez tenu. Ils ont été anéantis en 1784. Le duc de Bavière interdit la création de toute société secrète et instaura de graves punitions pour celui ou celle qui les rejoignait. Mais est-ce que c'est vraiment la fin des Illuminati ? Certains pensent qu'ils ont réussi à s'emparer du monde et le contrôlent aujourd'hui. Si un groupe aussi puissant domine effectivement le monde, nous ne le serions probablement pas, n'est-ce pas ? Cependant, à partir du moment où ils ont été dissous, le mythe a pris de l'ampleur. Ils n'ont pas définitivement disparu de la population, et on dit avoir trouvé une encyclopédie et des documents au domicile de quelques membres Illuminati de haut rang, dont le contenu a confirmé certaines des théories Illuminati les plus effrayantes, comme leur rêve de domination mondiale et leur comportement sectaire. On ne peut nier que ces documents puissent quand même être exagérés, mais on ne peut pas non plus juger si cela était vrai ou pas. Laissez-nous savoir en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que la société Illuminati a été vraiment anéantie, ou a-t-elle réussi ses plans, et est en train de contrôler le monde jusqu'à présent ? Skull and Bones, la société secrète universitaire. Skull and Bones est une société secrète des étudiants de la 4e année de l'université de Yale, dont un grand nombre a accédé, après l'obtention du diplôme universitaire, à des postes importants dans les affaires ou dans le gouvernement. Aussi opposés qu'ils puissent paraître, George Bush et John Kerry partagent un secret commun depuis des décennies. Vous l'avez peut-être deviné, autour de leur appartenance à Skull and Bones, et les détails concernant ce sujet assez confidentiels. La société Skull and Bones a été fondée en 1832 par William Huntington Russell et Alphonso Taft. Selon certains témoignages, la société a été créée à la suite d'un désaccord sur certaines élections. D'autres sources supposent que Russell a modelé la société sur des groupes européens qu'il a rencontrés lors de ses études en Allemagne. L'emblème de la société est une tête de mort avec le chiffre 322 en dessous. Ce chiffre fait généralement référence à l'année 322 avant Jésus-Christ, lorsque Athènes antique a perdu la guerre et a vécu un tournant dans la transformation de la démocratie à la plutocratie. Un nouveau gouvernement qui a permis à seulement les Athéniens riches de rester citoyens. Et il faut savoir que Skull and Bones est la plus ancienne société secrète du campus de Yale, à la différence de la fraternité. On ne dépose pas de candidature pour y intégrer. Au contraire, c'est elle qui choisit ses nouveaux membres chaque printemps, lors d'une cérémonie spéciale appelée Tap Day ou Tap Night. Les juniors seront alors informés de leur sélection par un membre de la société qui, rituellement, leur tape sur l'épaule. On choisit les membres les plus excellents et les plus performants que ce soit au niveau académique ou sportif. Les Bonesmen, comme on les appelle, n'ont pas le droit de révéler ce qui se passe dans leur sanctuaire, le bâtiment sans fenêtre du campus de Yale, appelé la Tombe. Plusieurs rumeurs circulaient à leur propos, mais la plus pertinente c'est qu'on croyait que les Bonesmen ont la réputation de voler. On dit qu'ils ont volé les crânes de Martin Van Buren, Pancho Villa et du chef Apache Geronimo. En 2009, les ascendants de Geronimo ont accusé la société du vol de ses restes et ont intenté une action en justice, sans succès, pour que le crâne en question leur soit remis. Comme toute société, Skull and Bones a des règles qu'il faut respecter, et celle numéro 1 est qu'on ne dit rien et que tout reste secret. La seule chose que la société avait publiquement partagée pendant de nombreuses années était sa liste de membres. Bien que l'université de Yale admet les femmes depuis 1969, ce n'est qu'en 1992 que les femmes ont été admises au sein de la Skull and Bones. La Société de la Manoir. La Manoir ou Mano Nera en italien est l'un des nombreux rituels d'extorsion pratiqués par des gangsters siliciens et italiens immigrés dans les communautés italiennes de plusieurs villes américaines entre 1890 et 1920 environ. Sa mission consistait à envoyer des notes menaçantes aux commerçants locaux et autres personnes aisées, des notes imprimées de manoirs, de poignards ou d'autres symboles menaçants, et à extorquer de l'argent sous peine de mort ou de destruction de biens. On ne trouve pas d'informations concernant la date de création ou le nom du fondateur de cette société, mais on connaît l'un de ses plus célèbres membres surnommé le loup Ignazio Saita, qui s'est retrouvé à la fin condamné à 30 ans de prison. La société de la Manoir était la cause derrière les chasses aux sorcières que les Italiens ont dû subir dans la zone où se trouve le centre de la société, et n'a pas pu tenir longtemps, vu qu'elle a connu un déclin avec l'entrée en vigueur de la prohibition et du trafic d'alcool à gros budget.
Les Templiers, après la prise de Jérusalem par les armées chrétiennes en 1099, lors des croisades, des groupes de pèlerins venus de toute l'Europe occidentale ont commencé à visiter la Terre Sainte. La majorité d'entre eux, cependant, ont été volés et tués au cours de leur voyage. Vers 1118, un chevalier français du nom de Hugues de Payen a créé un ordre militaire, l'appelant des pauvres soldats du Christ et du Temple de Salomon. Plus tard, connus sous le nom de Templiers, on leur acquiert une seule mission: protéger les voyageurs européens visitant les sites de la Terre Sainte. L'ordre a vécu dès son début une grande extension par le biais des différents dons et vocations qu'il suscitait. Il s'est fait connaître pour son code de conduite austère et son style vestimentaire qui se caractérise par un habit blanc, orné d'une simple croix rouge. Les Templiers ont mis en place un réseau prospère de banques et ont acquis une énorme influence financière. Leur système bancaire permettait aux pèlerins religieux de déposer des biens dans leur pays d'origine et de retirer des fonds en Terre Sainte. Les membres juraient un serment de pauvreté, de chasteté et d'obéissance. Ils n'avaient pas le droit de boire, de jouer ou de jurer. La prière était essentielle dans leur vie quotidienne, et les Templiers exprimaient une adoration particulière pour la mère de Jésus, la Vierge Marie. Au fur et à mesure que les Templiers grandissaient en taille et en statut, ils créaient de nouveaux chapitres dans toute l'Europe occidentale. À l'apogée de leur influence, les Templiers disposaient d'une importante flotte de navires, possédaient l'île méditerranéenne de Chypre et faisaient office de banque et d'institution de prêt pour les monarques et les nobles européens. À la fin du XIIe siècle, les armées musulmanes ont repris Jérusalem et ont renversé le cours des croisades, obligeant ainsi les Templiers à se déplacer à plusieurs reprises. Le soutien européen aux campagnes militaires en Terre Sainte commença à s'éroder au cours des décennies suivantes. En outre, de nombreux dirigeants laïcs et religieux se montrèrent de plus en plus critiques à l'égard de la richesse et du pouvoir des Templiers. En 1303, les Templiers perdirent leur dernier point d'appui dans le monde musulman et ont établi une base d'opération à Paris. C'est là que le roi Philippe IV de France décida de faire tomber l'ordre. Peut-être parce que les Templiers avaient refusé aux souverains endettés de prêts supplémentaires, en arrêtant tous les membres aux différents coins du royaume et en leur confisquant toute leur fortune. Quoi qu'il en soit, plusieurs personnes pensent qu'ils ont continué à opérer en secret loin des regards du roi et des paysans. L'ordre du Temple solaire était situé en Suisse, en France et au Canada. C'est un mouvement religieux né en 1984, précisément à Genève, et qui avait deux fondateurs, Joseph Di Mambro et Luc Jouret. Ces derniers avaient plusieurs directives pour créer un culte, mais l'objectif de base était de rétablir les notions d'autorité et de pouvoir dont, selon leur dire, le monde avait besoin. On revient encore une fois aux Templiers, car l'histoire de l'ordre du Temple solaire remonte à la Renaissance des Templiers, dans les années qui ont suivi la Révolution française. En 1805, le chef des Templiers tenta de recréer l'ordre, mais en vain, et son groupe se divisa en de nombreuses sections. Plusieurs années se sont écoulées après cette tentative, avant que Jouret ne rencontre Di Mambro. C'est à ce moment-là que les deux hommes ont mis au point un plan. Ils croyaient qu'il existait un mérite inhérent à la source sociale de cette période, et que dans un tel climat de discorde mondiale, seuls les principes de l'ordre apporteront harmonie et contrôle. Plusieurs personnes étaient du même avis, et l'ordre fut ainsi créé. En effet, les membres de l'ordre du Temple solaire croient qu'une fois la fin du monde arrivée, ils seront transportés sur une planète en orbite autour de l'étoile Sirius, afin de vivre une vie après la mort. Pour obtenir ce privilège, il faut bien sûr être un membre dévoué. De nombreux frais ont été exigés, ce qui a permis aux anciens dirigeants de l'ordre du Temple solaire de mener un style de vie somptueux. Ils pensaient aussi que la Terre allait être confrontée à une catastrophe mondiale au milieu des années 1990. Cette croyance faisait partie intégrante des enseignements du Temple solaire. En prévision de cet événement apocalyptique, les membres croyaient qu'il était nécessaire d'accéder à un plan spirituel supérieur. Ainsi, ils ont commis des actes particulièrement fous. L'association de secrets et sociétés donne libre cours aux imaginations fiévreuses et ressemble à l'eau qui se trouve au fond d'un puits. Seuls les hommes qui ont construit le puits savent à quelle profondeur il se trouve. Il ne reste plus qu'à regarder en bas et se demander ce qui pourrait se cacher en dessous, tandis que la surface sombre reflète nos peurs. Nous sommes arrivés à la fin de notre vidéo. On espère qu'elle vous a plu. Laissez un like et abonnez-vous. En attendant, vous pouvez regarder d'autres vidéos sur notre chaîne. A bientôt!